Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette 6e démo technique de la journée. Le thème, adopter la perspective de l'attaquant, prioriser et agir face aux menaces avec le CTEM. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Lionel Gonzalez, directeur technique, et Jérémy Charby, Customer Success Manager de la société XM Cyber. On est parti pour 30 minutes. Bonjour à tous, donc Lionel Gonzalez, directeur technique pour l'Europe du Sud, l'Afrique et l'Amérique latine. On a décidé de vous présenter aujourd'hui comment notre solution peut vous aider à avoir une meilleure approche au niveau des risques. L'idée, c'est de s'aligner sur un framework, un programme qui a été mis en place par le Gartner il y a à peu près 2 ans. Le constat du Gartner, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas assez efficace en sécurité et notamment, on a un déséquilibre entre ce qu'on va mettre en place en termes de détection et de réponse et ce qu'on va mettre en place en termes de prévention. C'est un programme qui nous intéresse parce que nous, on est plutôt sur la prévention. L'idée de la solution, c'est comment on va vous aider à cartographier vos risques. Et à partir du moment où vous avez fait cette cartographie des risques, comment on peut vous accompagner dans une bonne priorisation du traitement de ces risques pour avoir, avec un minimum de ressources, une diminution de ce risque. C'est exactement aligné avec ce que veut le Gartner, qui explique dans ce programme CTEM, donc Continuous Threat Exposure Management, CTEM en français, pas de bonne traduction, on a essayé. Comment on peut adopter le point de vue de l'attaquant pour comprendre ce qu'un attaquant peut faire dans votre environnement, que ce soit un environnement on-prem, un environnement dans le cloud ou quelque chose de très hybride. Et puis avoir une approche qui est un peu différente. Il y a beaucoup d'efforts en termes de prévention qui sont mis sur tout ce qui est prévention des vulnérabilités. Mais au final, on se rend compte que la vulnérabilité, ce n'est pas ce qui est utilisé le plus par les attaquants. Donc notre ambition, c'est d'aller cartographier tout ce que peut faire un attaquant, de la vulnérabilité, des problèmes de conf, de la récupération de credentials, et donc vous donner cette visibilité sur comment l'attaquant peut naviguer et rentrer dans l'environnement. Les approches vulnérabilité ne sont plus suffisantes. C'est un constat qu'on peut faire tous parce que nos clients se retrouvent avec des grandes listes à aller traiter sans les ressources pour le faire. Au final, quand j'ai 10 000 vulnérabilités critiques, par laquelle je dois commencer? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est réellement exploitable dans mon environnement? Je ne sais pas. L'ambition du Gartner au travers de ce programme, c'est aussi d'être en capacité de démontrer que les gens qui ont adapté ce programme-là, c'est une estimation qu'ils ont fait, auront 2/3 de failles de sécurité utilisées dans leur environnement en moins. Donc une diminution massive du risque par rapport à ce qu'il peut y avoir comme exposition. Donc le CTEM inclut quoi? Le CTEM, c'est un cercle vertueux qu'on veut mettre en place. La première étape, c'est d'aller faire un cadrage de l'environnement dans lequel on veut évaluer le risque. Ça peut être l'intégralité de votre IT, mais ça peut être aussi des choses très spécifiques, des processus métiers, des environnements où vous avez de la propriété intellectuelle, des bases de données avec des données clients. Donc une fois que ce cadrage a été fait, je vais pouvoir décider dans ce périmètre comment je vais vouloir découvrir mon risque. On passe à la deuxième étape où, au travers de la découverte de ce risque, je vais comprendre tout ce que l'attaquant va être en capacité de faire dans l'environnement, tout ce qu'il va pouvoir exploiter pour atteindre son objectif qui est d'atteindre des actifs stratégiques pour l'entreprise. La troisième étape du CTEM, c'est maintenant que j'ai validé et cartographié l'ensemble de mes risques, comment je vais pouvoir prioriser et décider lesquels je dois traiter en priorité par rapport à un certain nombre de critères qui peuvent être soit très orientés métier, soit plutôt autour de la sécurité, soit orientés infrastructure, en fonction du risque que je veux traiter. La quatrième étape, c'est d'aller valider. Est-ce que mon plan correspond à une bonne diminution du risque? Est-ce que j'ai bien identifié tout ce que je devais mettre en place? Et la cinquième étape, ça va être la mobilisation des ressources. Quelles sont les ressources que je vais devoir employer pour aller diminuer ce risque-là? Des ressources à la fois côté équipe sécurité et côté équipe production, côté IT, avec comme ambition d'aller minimiser le besoin en ressources pour aller maximiser la diminution du risque. Donc c'est ce qu'on met en place au travers de notre solution, avec comme objectif de permettre aux entreprises de rentrer dans ce cercle vertueux. Une fois que j'ai fait un premier tour autour de ce système, je vais découvrir un certain nombre de problèmes, je vais avoir plus d'idées sur des scénarios et je vais rentrer dans ce cercle vertueux de diminution du risque et comprendre à quel endroit je vais devoir mettre mon effort
avec aussi l'ambition de libérer des ressources, à la fois sur les équipes sécu et les équipes de production, pour que quand elles interviennent sur un problème, c'est sur quelque chose qui est réellement exploitable dans vos environnements, et pas juste quelque chose de théorique. Ça passe par quoi? On va commencer par vous faire une démo, pour vous montrer à quoi ça ressemble dans un environnement de production. Et ensuite, Jérémy vous expliquera comment on l'a opérationnalisé dans le cadre d'un client, qui est un grand client qui travaille sur beaucoup de thématiques en France et à l'étranger. Donc, première étape, je parlais de la définition du périmètre. Ce que vous pouvez faire au travers de notre outil, c'est d'aller définir un ou plusieurs scénarios qui vont correspondre aux risques que vous voulez évaluer. L'intérêt de notre outil, c'est qu'on fait de la simulation d'attaque, mais vous n'avez pas de limite sur le nombre de scénarios que vous pouvez mettre en place. Donc, vous pouvez mettre en place des scénarios pour chacun des risques que vous voulez évaluer. Quand vous construisez un scénario, le premier paramètre qu'on va vous demander, c'est quel est le périmètre sur lequel vous voulez évaluer votre risque. Ici, le risque qu'on veut évaluer, c'est sur un compte cloud, un compte AWS particulier, quel est mon niveau de risque, et sur tous mes équipements on-premise. Donc, quel est le risque entre ces deux environnements, le on-prem et le cloud? Ça, c'est sur la partie cadrage, périmétrisation de mon scénario. La deuxième chose qu'on va vous demander, c'est quelle est l'hypothèse que vous voulez faire pour définir un point de départ de l'attaque. Ici, on a un portail partenaire qui est en DMZ. La question à laquelle on veut répondre, c'est si ce portail partenaire qui est en DMZ est compromis, c'est une machine qui est exposée sur Internet, j'ai des connexions entrantes, donc elle est plus à risque que les autres machines. Si ce portail partenaire est compromis, qu'est-ce qu'un attaquant peut faire dans cet environnement? Le troisième paramètre que vous allez pouvoir mettre en place, c'est est-ce que j'ai des actifs dans ce périmètre que je viens de définir qui sont plus critiques que les autres? Ici, on a deux actifs critiques qui sont deux espaces de stockage sur le cloud, l'un avec des données clientes et l'autre avec des données financières. Donc, ce que va évaluer l'outil au travers de ce scénario, c'est dans mon environnement qui est hybride, avec du on-prem et du cloud, si mon portail partenaire qui est en DMZ se fait compromettre, est-ce que l'attaquant va réussir à atteindre mes actifs critiques? Quand on commence une campagne de simulation, déjà vous allez avoir accès à ce type de visualisation où on va retrouver mon environnement cloud qui correspond au compte que j'ai défini, un réseau bureautique, une zone sécurisée avec des machines on-prem que je n'ai pas encore migrées. Et vous allez pouvoir lancer des simulations tous les jours. L'objectif pour nous, c'est de faire de la simulation en continu. Ce type de scénario, on est sur des scénarios hybrides entre du on-prem et du cloud. On va le faire tous les jours pendant 24 heures. On le fait tous les jours parce qu'on veut comprendre la différence entre un mercredi où je ne compromets rien et un jeudi où je compromets des choses. Il y a quelque chose qui a changé. Et on le fait pendant 24 heures parce qu'on veut capturer une vidéo de ce qui se passe. On ne veut pas juste faire une photo de votre environnement. On veut vraiment faire un film qui va vous montrer voilà ce qui s'est passé sur la journée et voilà à quel moment une porte s'est ouverte, qui était fermée jusqu'à maintenant, qui a permis à l'attaquant d'arriver jusqu'à son objectif. Quand la simulation commence, l'attaquant virtuel va entrer dans une phase de reconnaissance. Donc là, vous voyez un certain nombre d'objets qui deviennent bleus. La première mauvaise nouvelle, c'est qu'on part de DMZ. On espérait que la DMZ soit isolée du reste du réseau. Au final, elle n'est peut-être pas si isolée que ça, parce que notre attaquant virtuel a réussi à faire de la reconnaissance sur l'environnement bureautique, de la reconnaissance sur tout l'environnement sécurisé. Et là, il vient de commencer sa phase de reconnaissance sur l'environnement cloud. Donc, quelque part, il y a un mécanisme qui a permis à l'attaquant de sortir de la DMZ et d'aller faire de la reconnaissance sur tous ces objets. On voit des entités qui sont devenues rouges aussi. Les entités qui sont devenues rouges, ça veut dire que l'attaquant a réussi à les compromettre. Donc, deuxième mauvaise nouvelle, il a réussi à compromettre des choses. Une bonne partie du réseau bureautique, mais aussi quelques objets dans cet environnement AWS. Et à partir de ces objets dans l'environnement AWS, il va réussir à quasiment tout compromettre. C'est là qu'on voit la magie du cloud. Là, on a l'impression que ça prend du temps, mais si vous regardez la ligne de temps en bas, en fait, l'attaquant, pour compromettre tout AWS, ça lui prend en gros 3 secondes. Le cloud, c'est rapide pour nous parce qu'on peut déployer rapidement dans le cloud, mais c'est rapide aussi pour l'attaquant parce qu'il va utiliser les API qui vont bien pour aller tout compromettre. Donc, on est sur des environnements intéressants.
Je vais un peu tricher, je vais aller jusqu'à la fin. Donc, dans ce que je vous ai montré avant, on était dans la phase de scoping, de cadrage de la démarche système. Ici, on est dans la deuxième étape, on est dans la phase cartographie des risques. Donc là, sur ce scénario-là, je viens de lancer la découverte et je viens, grâce à cette campagne de simulation, d'avoir une cartographie de mes risques sur cette journée-là, qui était le 2 mai 2022. Donc j'ai de la visibilité sur tout ce que l'attaquant a pu faire dans cet environnement. Comme on le fait tourner tous les jours, on va pouvoir avoir cette découverte en continu de l'ensemble des risques, avec des fois des portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment. Une fois que j'ai ça, je vais vouloir rentrer dans une phase de meilleure compréhension de l'attaque d'une part, et de mise en place du plan de rémédiation. Donc toujours dans la phase de découverte, je vais vouloir comprendre comment l'attaquant a réussi à construire son attaque. Donc là, si j'ouvre mon panneau d'attaque à gauche, je vois qu'il a réussi à compromettre 265 objets sur tout l'environnement, donc 77%. Je vais avoir aussi la liste des techniques d'attaque qu'il a réussi à utiliser. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre en priorité comment il a réussi à atteindre mes actifs critiques. Donc là, il suffit que je clique sur n'importe quel point en rouge, il va me montrer le chemin d'attaque. Celui qui m'intéresse en priorité, c'est cet espace de stockage avec des données clients. Il est en forme de diamant, pas comme les autres, parce que c'est un actif critique. C'est les joyaux de la couronne. Donc c'est ceux-là qu'on veut protéger en priorité. Si je clique dessus, il va me montrer, voilà le chemin que j'ai réussi à construire en partant de mon portail partenaire en DMZ jusqu'à mon actif critique. Je peux avoir ce type de visualisation où j'ai une vue synthétique sur le chemin d'attaque. Je peux avoir aussi retourner sur ma carte qui me permet de comprendre quels sont les mouvements latéraux, pas cliquer au bon endroit, quels sont les mouvements latéraux que l'attaquant a réussi à faire. Et donc, on voit bien qu'il a réussi à s'échapper de la DMZ et via un mouvement latéral, mettre la main sur des informations qui lui permettent de rentrer dans le cloud et d'arriver sur notre espace de stockage. On va aussi avoir quelle est la technique qu'il a utilisée pour aller compromettre notre espace de stockage. Il a obtenu des droits en écriture. Pas bien. C'est des données clients, donc il peut aller les modifier, les chiffrer, les supprimer. Ça peut faire mal. Et puis, il va nous donner, étape par étape, tout ce qu'il a réussi à faire. On est parti de ce portail partenaire. Ici, ce que notre attaquant virtuel a réussi à faire, c'est aller empoisonner ce serveur web. C'est ce qui lui permet de sortir de la DMZ. Pourquoi c'est ce qui lui permet de sortir de la DMZ? Ici, on a une conjonction de 3 techniques. On a un portail partenaire où il y a un serveur web qui tourne. Il réussit à l'empoisonner. Et on a un utilisateur qui, en toute bonne foi, fait son travail. Olivia, elle est dans l'équipe commerciale. Elle veut communiquer avec ses partenaires. Donc, elle se connecte sur ce portail partenaire, mais elle utilise un navigateur avec une vulnérabilité qui est exploitable à distance. Ce qui nous permet d'arriver sur la machine d'Olivia. La machine d'Olivia nous permet de récupérer des credentials locaux qu'on va réutiliser pour arriver sur la machine de Steve. Sur la machine de Steve, qui lui fait partie de l'équipe DevOps, on obtient, grâce à ce magnifique fichier, qui n'est pas créé par Steve, hein, c'est les outils d'Amazon qui les créent, il va garder en cache la clé d'accès de Steve pour accéder à son compte AWS, pour éviter qu'il tape le mot de passe trop souvent, parce qu'on ne veut pas que les gens se fatiguent trop à s'authentifier. Et donc, l'accès à cette clé d'accès nous donne accès au compte de Steve sur AWS, et donc va nous donner accès à cet espace de stockage en écriture. Donc là, on a construit un chemin d'attaque. Je vous parlais de priorisation tout à l'heure. On a quand même beaucoup de choses qui sont en rouge. Si on vous dit qu'il faut aller fixer tout ce qui est en rouge, on va un peu être contre-productif par rapport à notre objectif qui est de priorisation. Donc pour pouvoir prioriser, ce que l'outil est capable de vous montrer, c'est voici tous les points où l'ensemble des chemins d'attaque qu'on a construits vont aller converger. Donc là, on rentre dans une première étape de priorisation. Parce que par rapport à tout ce qu'on a construit comme chemin, on voit qu'il n'y a qu'un certain nombre de points par où l'ensemble des chemins d'attaque convergent. Donc ici, si je zoome sur mon réseau bureautique, ce n'est pas une grosse surprise. Mes points de convergence, c'est la machine d'Olivia et la machine de Steve. Ce qui veut dire que si je corrige la vulnérabilité de Chrome sur la machine d'Olivia et mon problème de mot de passe identique entre la machine d'Olivia et la machine de Steve, ben j'aurais coupé un maximum de chemins d'attaque. Les 300 objets qui restent, qui sont en rouge sur la carte, à un moment, il faudra potentiellement que je les fixe. Mais ce n'est pas la priorité, parce que ce n'est pas des objets qui vont permettre d'accéder à l'attaquant à des actifs critiques.
Donc je peux libérer des ressources pour aller regarder d'autres choses qui, elles aussi, mettent à risque des assets critiques. Ça peut passer par ce type de rapport qu'on va vous fournir. On va vous donner sur l'ensemble des scénarios qu'on a mis en place. On n'a pas de limite sur le nombre de scénarios. Donc on peut mettre en place des scénarios très orientés métiers. Mes utilisateurs externes qui se connectent en VPN, est-ce qu'ils mettent à risque mes bases de données clients? Ou des scénarios très infrastructure. Qu'est-ce qui peut compromettre mes domaines contrôleurs? Voilà toutes les techniques qui permettent de compromettre ces actifs sur l'ensemble des scénarios qu'on a tournés sur les 2 dernières semaines. Donc je vais avoir de la visibilité sur ce qui met à risque mes actifs, mais aussi je peux remonter dans le temps et regarder. Il y a un mois, en fait, j'avais un gros problème de sécurité. C'était ce Log4j qui mettait à risque 40% de mes actifs critiques. Il a été tagué recommandé pour rémédiation parce qu'au final, j'ai 82 Log4j dans mon environnement, mais j'en ai que 2 qui permettent d'accéder à 40% de mes actifs critiques, à plus de 500 actifs critiques. En termes d'action de rémédiation, toujours dans cette optique de rémédiation, si je corrige ces 2 Log4j, je coupe un accès à 500 actifs critiques. Donc l'effort est beaucoup moindre. Et ce qui permet aussi de suivre que la rémédiation a bien été faite, parce que si je me rapproche dans le temps, mon Log4j a disparu, ça veut dire qu'il y a bien eu une action de rémédiation sur le Log4j, et donc j'ai bien protégé mes 40% de mes actifs critiques. Derrière, sur chacune des techniques de rémédiation, on va vous expliquer comment l'attaquant peut l'exploiter, avec de la littérature qui vous explique des local credentials, ici par exemple, qu'on a utilisé dans le scénario. Voilà comment ça peut être exploité, les conditions nécessaires pour être exploité, un autre niveau de priorisation. Voilà, ces actifs-là mettent à risque plus de 40 assets critiques par rapport à d'autres qui en mettent à risque 0. Et puis différentes options de rémédiation. Là, ça peut être quelque chose d'un peu lourd. Je mets en place un password manager. Je peux chercher quelque chose d'un peu plus léger, la mise en place d'une politique de sécurité qui va me permettre d'empêcher l'accès à distance avec des comptes locaux pour éviter qu'on réutilise des mots de passe identiques. Et on va vous donner étape par étape tout ce que vous devez faire dans la console pour le faire. On a aussi la volonté de s'intégrer dans vos processus de production. Donc ça, c'est une information que vous allez pouvoir envoyer vers votre système de ticketing préféré ou directement via email, avec toutes ces informations, comment faire la rémédiation et comment organiser, quels sont les assets sur lesquels je vais devoir appliquer cette rémédiation. Donc là, on est rentré dans la phase de validation. J'ai choisi quelle était la bonne technique que je devais aller rémédier en fonction de ce que m'a donné l'outil. J'ai d'abord choisi mon Log4j. Ensuite, je vois qu'il me reste un certain nombre de techniques. Là, le local credential n'est pas trop compliqué à les faire. Donc, ça va être la suivante que je vais faire. Donc là, je vais pouvoir établir mon plan de rémédiation. J'ai fait ma priorisation. J'ai mon plan de rémédiation. Je le valide avec les équipes de prod. Et une fois que je l'ai validé avec les équipes de prod, je vais pouvoir mobiliser les bonnes ressources pour aller exploiter ces techniques. Et donc, dans cette mobilisation, les envoyer via l'intégration avec les outils de ticketing aux bonnes équipes pour aller traiter ces problèmes-là. Dernier point, avant que je laisse la parole à Jérémy. Voilà. Ce qu'on va vous fournir aussi, c'est la possibilité de suivre cet effort de rémédiation au travers d'un score de sécurité, un score qu'on va calculer sur une échelle de 0 à 100, en regardant sur chacun des scénarios combien d'actifs critiques on met à risque et la complexité pour les compromettre et la fréquence de compromission de ces actifs. Ce qui me permet aussi, en termes de priorisation, de dire ce scénario qui met à risque mes bases de données clients, je vais le traiter en priorité, ou de décider de plutôt travailler sur les actifs critiques les plus faibles, ceux qui, par exemple, vont mettre à risque, ceux qui permettent de mettre à risque un maximum d'assets de manière très simple, le top 3 des techniques d'attaque et le top 3 des choke points, à eux 3, ils mettent à risque 71% des actifs. Donc c'est peut-être sur cela que je vais aller travailler en priorité pour diminuer mon risque. Je vais passer la main à Jérémy, qui maintenant va nous expliquer comment on a mis ça en place chez un de nos clients. Je veux bien que tu repasses sur la présentation. Donc oui, effectivement, on vient d'expliquer les différentes étapes du système. On est assez content parce que ça fait plus ou moins 1 an et demi que le cadre système a été défini par Gartner. Donc c'était quelque chose qu'on faisait depuis assez longtemps. Et ce que je voudrais faire, c'est prendre quelques minutes maintenant pour essayer de faire le tour de ce cadran système. Donc simplement pour revenir dessus, tout ce qui est cadrage, découverte, validation et mobilisation.
sur un client véritable, sur des opérations qu'on fait en day-to-day. Il s'agit en l'occurrence d'un grand groupe européen d'infrastructures qui est présent dans plus d'une centaine de pays. On a commencé sur un déploiement de près de 17 000 entités, simplement pour vous donner un ordre d'idée. Donc on commence par l'étape de cadrage. Nous, l'étape de cadrage qu'on considère comme définition, c'est véritablement de comprendre, et on a des types d'ateliers avec des clients pour essayer de comprendre quels sont véritablement les actifs at risque. Il peut s'agir de processus métiers qui sont essentiels, il peut y avoir des personnes clés qui peuvent potentiellement être des points de départ de nos chemins d'attaque ou aussi des assets qu'on souhaite défendre. Et enfin, tout ce qui est assets technologiques, donc actifs technologiques, qui pourraient être particulièrement à risque. Donc on essaie véritablement d'avoir un vrai scanning et un vrai cadrage dans cette phase initiale. Ensuite, quand on passe à l'étape suivante, qui est la phase de discovery, donc le moment où on commence à voir par rapport au scanning de l'environnement qui est fait donc de manière automatique, ce qu'on vient de voir auparavant, la construction de différents chemins d'attaque qui se font eux aussi automatiquement. Mais là, par exemple, vous pouvez avoir un exemple d'un chemin d'attaque. Lionel en a partagé quelques-uns. On a par exemple un script PowerShell qui a été exécuté sur un domaine contrôleur. Il y a une modification possible par un groupe ID qui se trouve avoir des permissions excessives et il se trouve qu'il peut y avoir l'exécution de ce code sur le contrôleur de domaine. Donc c'est le type de choses qu'on arrive à voir. Donc c'est véritablement la phase de découverte qui nous permet de trouver des choses qui sont intéressantes. L'étape suivante, c'est pas simplement de donner ces différentes vulnérabilités, ces différents chemins d'attaque, c'est d'essayer de les prioriser pour essayer d'atteindre un niveau de sécurité optimal. Là, on a encore une fois un exemple sur ce même client. Donc, on est sur un scénario de base de données, donc en partant de postes de travail, en essayant d'aller attaquer différentes bases de données. Et on se rend compte qu'ici, simplement en corrigeant 2 points d'étranglement qui étaient liés à une vulnérabilité qui se trouve qui était Prit Nightmare, on a réussi à réduire drastiquement le nombre d'actifs critiques qui étaient à risque en passant de 53 à 3%. Donc simplement en disant on a beaucoup de choses à faire sur ces databases et certainement sur les serveurs qui ont été touchés, mais on se dit si on se concentre uniquement sur ces points d'étranglement, on peut avoir une réduction significative. Donc c'est le type de choses qu'on fait en 3e étape. La 4e étape est plus une étape de validation. On vient de voir les différents dashboards qui sont disponibles. Sur l'exemple de ce client, en l'espace de 3 mois, on est réussi à passer d'une note de D69 à B84. C'est plus ou moins une amélioration de la sécurité, ou en tout cas du niveau d'exposition de près de 20%. Et on s'approche progressivement d'un niveau de risque qui nous semble être un niveau d'exposition qui est optimal. Donc, on utilise cette priorisation. On a un suivi et une validation qui est en day-to-day, qui nous permet d'avoir un suivi continu. Et ensuite, on passe à l'étape de mobilisation. On comprend que dans l'industrie, il y a une véritable problématique de disconnect entre souvent des équipes de sécurité et des équipes IT qui n'ont pas forcément, elles aussi, des méthodologies de priorisation. Donc, on amène des outils pour prioriser. Et ensuite, donc par exemple, avec ce client-là, ce qu'on a fait, c'était la mise en place d'un tracker de rémédiation pour permettre la collaboration entre sécurité et IT. Donc, qui permet d'avoir véritablement le suivi de ces différents choke points, ces goulots d'étranglement qu'on essaie de résoudre. Et ensuite, on est passé à la 2e phase, qui était l'automatisation au travers de systèmes de ticketing, comme Lionel l'a mentionné. Donc là, en l'occurrence, c'était une intégration avec Jira, pour pouvoir faire en sorte que l'équipe de sécurité qui est sur un dashboard, qui voit passer des attaques, qui voit passer des points assez sensibles, puisse pouvoir on va dire, prioriser directement dans des systèmes d'information et pouvoir suivre ensuite le suivi qui a été fait par rapport à ces différentes rémédiations. C'est donc la dernière étape de la mobilisation de ce cycle, mais en fait, le but ultime de ce qu'on cherche, nous, à faire, c'est ce qu'on appelle la gestion globale de l'exposition. Donc en fait, au lieu de se concentrer sur, on va dire, un environnement qui serait en haut, tout ce qui est headquarter, c'est d'essayer de se dire, on se met à la place d'un attaquant qui voit une espèce de surface très globale qui se trouve pour ce groupe, en l'occurrence qui a une antenne française, qui a un prestataire externe en Allemagne, qui a une filiale en Espagne et qui a un autre prestataire, un sous-traitant en Pologne. Le but est de pouvoir effectivement voir à la manière qu'il a de voir cet environnement qui donc n'est pas uniquement concentré sur des headquarters, mais d'essayer de trouver le chemin
qui pourrait potentiellement aller d'un sous-traitant à une filiale. C'est à peu près ce qu'on fait et c'est donc l'objectif du système via XM Cyber. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Voilà, n'hésitez pas, donc si vous avez des questions, effectivement, sinon je pense qu'on pourra vous retrouver quoi qu'il arrive sur votre stand qui est le D8. Le D8. Ah, une question. Je répète, stand D8, on a des magnifiques nounours en goodies, des tours de cou, et on peut vous faire des démos beaucoup plus approfondies. Attends, il y a une autre question. Alors, il y a une première question là, et puis il y en a une autre là-bas. J'ai une question, je voulais savoir si votre service il fonctionne uniquement avec... enfin, comment il fonctionne d'une manière générale, s'il fonctionne avec des agents, s'il fonctionne avec la collecte de logs, et c'est quoi les prérequis pour faire fonctionner le service? C'est une excellente question. Je vais revenir sur la cartographie, si j'y arrive. Donc, tout à l'heure, dans l'environnement que je vous montrais, on a un mélange entre de l'environnement on-prem et du cloud. Sur la partie cloud que vous trouvez ici, qui est la partie AWS, non, j'ai pas envie de me faire déconnecter, merci. Sur la partie cloud, on va utiliser les API qui sont mis à disposition par les fournisseurs de cloud, AWS, Azure, GCP, pour avoir un accès à la partie contrôle du cloud et via ces API, comprendre les relations entre les différents objets. Sur la partie on-prem, malheureusement, on n'a pas l'équivalent des API cloud. Je crois que je me suis quand même fait déconnecter. Je n'ai pas été assez rapide. Je vais essayer de zoomer, mais... Ah, si, c'est bon. On n'a pas l'équivalent des API. Donc, ce qu'on déploie sur les endpoints de nos clients, c'est un petit composant logiciel qu'on appelle un capteur. Volontairement, on ne l'appelle pas agent parce qu'on est beaucoup plus léger qu'un agent. On consomme en moyenne 0,02% de CPU et 40 mégas de mémoire. Cet agent, en fait, il est là pour répondre à des questions qui vont être la validation d'une technique d'attaque. Une technique d'attaque, pour nous, c'est un ensemble de conditions. Les simulations, on les fait dans notre back-end, on ne les fait pas dans les environnements clients parce que c'est la seule manière de tourner en 24/7. Dans nos clients, on a des hôpitaux avec des équipements un peu sensibles. On a le Nasdaq qui traite un peu d'argent par jour. Donc, on ne veut pas avoir d'impact dans l'environnement client en termes de performance. Et donc, on a mis beaucoup d'efforts à ce que ce capteur soit le plus léger possible et faire tourner les simulations dans notre back-end pour ne pas avoir d'impact en production chez les clients, mais être en capacité de valider que l'ensemble des conditions d'une technique d'attaque sont réunies. Et donc, ça va passer par aller interroger les API du cloud, aller interroger l'Active Directory, aller interroger la machine directement pour savoir quelles sont les conditions qui sont réunies. Une fois que le capteur est déployé, vous l'oubliez, puisqu'il a son mécanisme d'auto-update. Et vous n'avez pas besoin de rebooter les machines pour l'installer ou le désinstaller. Mais c'est lui qui va nous répondre à ces questions-là. Par rapport à la remontée de log, on ne fait pas de remontée de log directement, mais par contre, le capteur va aller chercher certaines informations dans les logs des machines. Donc, il y a certains systèmes où, pour valider une technique d'attaque, il y a de l'information qui nous intéresse, on va aller la chercher. Ou on va aller chercher une clé de registry par rapport à une configuration. On va aller chercher une version de bibliothèque qui tourne sur une machine. C'est ce genre de questions auxquelles on va répondre. Donc, c'est très léger en termes de consommation. Est-ce que ça répond à la question ? Il y avait une autre question là-bas. Deuxième question. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'avant-dernier slide, s'il vous plaît? J'aimerais savoir si la communication entre les entités est bidirectionnelle ou unidirectionnelle. C'est un peu ce que le client nous a demandé de découvrir. Je vais juste le construire en entier. En fait, dans les scénarios de découverte du risque qu'on a mis en place, là, on voit, on a une antenne française et un prestataire en Allemagne. Une des questions qu'il nous a posées, c'est, ou une filiale en Espagne, c'est au final, est-ce que cette antenne française peut compromettre la filiale en Espagne? Est-ce que la filiale en Espagne peut compromettre l'antenne française? Dans ces cas-là, on va mettre deux scénarios en place. Un qui part de la France et qui vise l'Espagne, l'autre qui part de l'Espagne et qui vise la France. C'est un client aussi qui a beaucoup de projets à l'étranger. Une des questions qu'il nous a posées, c'est, au final, j'ai eu une compromission sur un chantier à l'étranger. Est-ce que ce chantier à l'étranger va mettre à risque mes actifs qui sont au siège? Donc on a mis en place aussi ce type de scénario. Un scénario qui est propre au projet, donc uniquement local, et un scénario qui va aller regarder
si quelque chose est compromis sur ce chantier, est-ce que ça peut remonter vers le siège? Bon, il se trouve que oui. Maintenant, c'est corrigé, mais oui, on a réussi à le faire. XM Cyber, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.